Bonjour, c'est Ulrich Heugeveld. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette première édition de Chroniques européennes, l'émission de radio dédiée aux grands enjeux d'actualité du continent et enregistrée au Parlement européen à Bruxelles. Alors nous allons aujourd'hui évoquer une question brûlante, celle du drame des réfugiés qui affluent en Europe sur des embarcations de fortune profitant de la coupable cupidité de passeurs sans scrupules et du chaos libyen notamment. Un afflux qui aurait déjà causé la mort de plus de 1700 réfugiés cette année et met au défi l'Union européenne. Alors pour en parler sur le plateau, j'accueille Monsieur Christian Preda. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes merci de l'invitation. Vous êtes député donc au Parlement européen depuis 2009 et vous siégez au sein du groupe PPE. Vous êtes vice-président de la sous-commission des droits de l'homme et membre de la Commission des Affaires étrangères et du développement. Vous êtes également membre suppléant de la Commission pour le Maghreb et de l'Assemblée parlementaire pour l'Union pour la Méditerranée. Donc vous connaissez particulièrement bien le sujet qui nous anime aujourd'hui. J'accueille également sur le plateau Monsieur Pascal Retiens. Bonjour. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Et l'OIM est une organisation qui, vous nous en direz un petit peu plus, qui rassemble 125 États et qui est associée à l'ONU. C'est une organisation qui travaille notamment au soutien du retour volontaire des migrants. C'est une action qui est soutenue par les États, mais qui est parfois moins appréciée chez les migrants. Nous en parlerons. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une première question à tous les deux. Est-ce que la situation que nous vivons actuellement avec donc ces drames que j'ai rappelés en préambule, elle était pour vous écrite à l'avance? Est-ce que ce n'est pas un peu facile finalement d'expliquer uniquement la situation par le contexte d'anarchie qui prévaut en Libye et dans certains pays du Moyen-Orient? Écoutez, je vais me permettre de commencer peut-être, simplement pour dire que la situation actuelle, elle n'est pas neuve. Elle est loin d'être neuve, hein. Donc des décès dans la Méditerranée, dans le passage entre l'Afrique et l'Europe, ça fait 20 ans qu'il y en a. On a dénombré plus de 15 000 morts sur ces 20 dernières années. Par contre, ce qui est neuf, c'est la médiatisation, la très forte médiatisation et le fait aussi que ces morts ont lieu maintenant tout près des côtes européennes par rapport à ce qui se passait par le passé. D'autre part, le trajet migratoire vers l'Afrique du Nord à partir de l'Afrique subsaharienne n'est pas neuf non plus. C'est une route historique. C'est une route historique, mais effectivement, le contexte actuel international pousse pas mal de gens à continuer le passage vers l'Europe. Monsieur Preda ? Il y a bien sûr quelque chose d'ancien dans ces drames, parce que, comme ça a été dit, il y a eu des morts, des décès, des drames avant. Il y a aussi quelque chose de nouveau, parce que ces dernières années, avec les évolutions politiques au nord de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a eu... il y en a actuellement un autre contexte politique qui fait que, par exemple, partir de Libye, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que sous Kadhafi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Également, partir sous Ben Ali, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui avec une Tunisie qui connaît une belle évolution politique, une alternance, etc. Donc ça aussi c'est vrai, et ça fait partie, j'allais dire, de la responsabilité politique. Bien sûr que la Libye, c'est difficile de parler de la responsabilité politique parce qu'il y a c'est une guerre civile, disons aussi, osons dire aussi le mot. Bien sûr qu'on espère, on est optimiste, on espère s'en sortir de cela, mais pour l'instant, vivre en Libye, c'est vraiment impossible. Par contre, partir des côtes libyennes, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a ça, et il faut assumer tout le tableau des transformations politiques avec les différences qu'on a entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Libye et le Maroc, entre l'Égypte et d'autres régions de cette partie du monde. Donc il y a quelque chose, il y a une responsabilité qui n'est pas très bien définie. C'est pour cela que l'Europe
Et c'est de nouveau, ce n'est pas la première fois, l'Europe est celle qui prend l'initiative pour prendre sa responsabilité. Et je dis cela parce que je suis tout à fait mécontent d'entendre les discours critiques sur l'Europe. L'Europe, elle est la première à s'être engagée. Hein. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois. Et je ne cite pas par hasard ces pays parce que c'est quand même des membres importants du Conseil de sécurité. C'est les Européens et par nos membres au Conseil de sécurité, les Britanniques et les Français, avec les autres États membres qui se mobilisent. Et voilà la Commission qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui une position extrêmement importante. Donc c'est l'Europe qui prend l'initiative. Alors justement, on va évoquer ces initiatives qui sont prises par les différentes institutions de l'Union européenne. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les chiffres. On parle de 500 000 migrants qui arriveraient sur le territoire de l'Union européenne chaque année. Monsieur Reitiens, alors évidemment, c'est des chiffres qui peuvent paraître énormes, qui peuvent faire peur à la population. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas les relativiser? Notamment, je pense à l'exemple du Liban qui accueille sur son territoire un quart de sa population sous forme de réfugiés. Si on compare évidemment ce qui arrive en Europe, c'est presque négligeable en fait. Oui, enfin, tous les chiffres sont toujours relativisables et ceux-ci particulièrement. Donc les 500 000 personnes dont on parle sont probablement des chiffres qui sont un mélange entre les chiffres de Frontex et puis les chiffres de personnes qui entrent légalement en Europe. Ceci dit, il faut savoir que la plupart des personnes qui sont en situation irrégulière en Europe, c'est pas ceux que l'on voit aux informations, c'est pas ceux qui traversent par la Méditerranée. Ce sont la plupart du temps ce qu'on appelle les overstayers, donc des gens qui sont rentrés avec un visa ou qui n'avaient pas l'obligation de visa et qui sont restés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense aussi qu'il est nécessaire de mettre en avant le fait qu'on parle de flux mixtes. Donc, on entend souvent parler de réfugiés. Nous n'avons pas que des réfugiés ou des demandeurs d'asile dans les groupes de migrants dont nous parlons. Il y a une partie aussi qui sont des migrants, ce qu'on appelle des migrants économiques, pour lesquels en fait les raisons migratoires sont principalement liées à des conditions socio-économiques. Bien sûr qu'avec les crises qui sont proches de l'Europe actuellement, et vous venez de le citer, donc la question syrienne avec les réfugiés au Liban, en Turquie, oui c'est vrai, la pression des réfugiés dans les pays environnants de la Syrie est énorme. On parle de 3 millions de réfugiés d'un côté, et d'un autre côté, on parle de la responsabilité de l'Europe, qui est prêt à faire beaucoup plus, et donc ça vient d'être dit d'autre part, qui est prêt à faire beaucoup plus que ce qu'elle fait pour l'instant, mais ça restera de toute façon pas assez. Je pense qu'il faut le savoir aussi. Donc on parle de programmes de réinstallation, donc le fait d'aller prendre ou d'accepter des réfugiés qui sont déjà dans un pays tiers, de les choisir et de les amener en Europe. On parle d'un programme qui permettrait éventuellement de passer à 20 000 ou dans le meilleur des cas à 40 000 ou à 50 000 personnes. Par rapport aux chiffres qu'on a cités dans la région, ça restera anecdotique. Ça montrera, ceci dit, une vraie volonté européenne d'avancer ensemble, si tant est que les États membres se mettent d'accord là-dessus. Ça permettra aussi de voir dans quelle mesure une solidarité intra-européenne peut se mettre en place sur la répartition du nombre de réfugiés. Mais ça ne réglera pas la question des migrants économiques, pour lesquels nous sommes convaincus qu'il faut pouvoir avancer sur la mise en place de cadres légaux qui permettent une migration légale, comme alternative à la migration irrégulière, qui est entre autres le terreau de tous ces passeurs et de tous ces trafiquants qu'on retrouve effectivement dans des zones qui sont très peu contrôlées pour l'instant, beaucoup moins contrôlées que par le passé, qui sont aussi des zones tampons traditionnelles, qui sont des zones qui traditionnellement aussi étaient des zones pourvoyeuses d'emplois. Moi, j'ai participé personnellement à l'évacuation des ressortissants subsahariens de la Libye en 2011. Les gens que j'ai rencontrés, c'était des Maliens, c'était des gens du Bangladesh, c'était en général des jeunes gens entre 18 et 30 ans avec une vraie force de travail. Quand on les a interrogés, la première chose qu'ils nous disaient, c'est « je repars, mais j'espère revenir le plus vite possible parce que c'est ma source de revenus, et pas seulement la mienne, c'est la source de revenus également de ma famille au pays ». Donc ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, au moment de l'évacuation libyenne, et malheureusement, je pense que la communauté internationale n'a pas trouvé la solution à la reconstruction rapide de la Libye, d'un point de vue politique également, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pression
supplémentaire dans les pays d'origine de par ces migrants qui revenaient alors qu'ils étaient eux-mêmes une source de revenus. Et donc une pression à la remigration vers où en empruntant les routes traditionnelles qui s'arrêtent où ça, aux frontières traditionnelles aussi, et qui maintenant sont prises en main par des passeurs et des trafiquants. Mais aussi, la question des passeurs et des trafiquants est aussi liée au contexte socio-économique. Il y a des gens qui étaient des pêcheurs, ou des gens qui organisaient le transport de biens. Il y a eu moins d'échanges économiques, donc moins de transport de biens. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a recyclé la manière de fonctionner avec les bateaux, et au lieu de transporter des biens, on a commencé à transporter des gens. Et au départ, les personnes qui ont fait ça se déclaraient elles-mêmes comme étant des hommes d'affaires, ne se voyaient pas elles-mêmes comme étant des passeurs. Évidemment, à moyen terme, ce qui s'est passé, c'est que toutes sortes de réseaux se sont rendus compte qu'il y avait là une vraie source d'argent, une vraie source financière à exploiter. Et là, on est rentré dans autre chose, dans une organisation en tant que telle, entre différents réseaux de passeurs qui interagissent les uns avec les autres, d'ailleurs. Oui, monsieur Preda, c'est vraiment contre un business maintenant que l'Europe doit se battre. Contre un business du trafic de migrants. Pas un business, parce que je garde pour business le sens positif du terme. On a besoin du business pour vivre. Hein. Donc, c'est du trafic. Du trafic, c'est une exploitation des espoirs que font les gens. Parce que, comme cela a été dit, il y a des gens très, très pauvres qui ne voient plus d'avenir, qui sont parfois dans des situations de conflits, et non seulement en Syrie, mais aussi ailleurs, et qui font ce rêve d'arriver quelque part où ils ont une source pour travailler, pour nourrir leur famille, etc. Et parfois, ils sont disponibles de payer pour ça toute une fortune. Les sommes payées aux passeurs, c'est des sommes exorbitantes. Et parfois, c'est toutes les richesses d'une famille ou de plusieurs familles qui font partir un seul pour qu'éventuellement, demain, après-demain, celui-ci les fait venir, eux tous, en Europe, quelque part où ils peuvent vivre. Et c'est ça, c'est un drame terrible. Donc, c'est un trafic qui exploite ce désespoir terrible, parce que vivre en guerre, vivre sans ressources, sans perspective, et donner tous ces biens pour arriver à bon port, comme on disait dans le temps, c'est quelque chose de très fort. Bon, on n'était pas préparé à faire cela. Aujourd'hui, il y a cette instabilité terrible dont il a été question. Et puis, il y a aussi quelque chose en Europe. Parce que, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette problématique des immigrants, elle est beaucoup plus importante pour les pays du sud de l'Europe. Hein, on le voit dans les agendas, dans les débats, dans les initiatives. Elle est moins présente, par exemple, dans mon pays. En Roumanie, on ne discute pas trop de ça. Bien sûr qu'on parle des drames, parce que c'est une bonne source pour les journaux d'actualité. C'est frappant, c'est choquant, c'est comme ça qu'on fait la presse, non ? On interpelle les gens par ça. Mais il n'y a pas un vrai débat sur les solutions, etc., tel qu'il y en a, par exemple, en Italie, ou à Malte, ou en Espagne, etc. Tout comme en Espagne ou au Portugal, on ne discute pas trop de ce qui se passe en Ukraine. Chez moi, on discute au jour le jour de l'Ukraine, etc. Donc, c'est aussi un test pour l'Europe, je veux dire. Hein, parce que dans quelques jours, il y aura un sommet sur le partenariat, sur la politique de voisinage à Riga. Et d'après les informations que j'ai, il y aura très peu de responsables politiques des pays de l'ouest de l'Europe et du sud qui vont se rendre à Riga. Pour nous, les Est-Européens, c'est un mauvais signal. Hein? Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de Portugais qui s'intéressent à la Moldavie et plus de Lituaniens qui s'intéressent, à la Libye, à l'Algérie, à tous ces pays du flanc sud. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais justement, cette crise, cette série de drames, et nous avons toute la compassion pour
pour ces morts en mer, c'est une opportunité pour plus de solidarité des Européens. C'est maintenant qu'on peut se retrouver devant ces drames qu'on doit assumer politiquement, en toute responsabilité. C'est maintenant qu'on peut se retrouver plus solidaire, plus cohérent dans notre politique. Et moi, je suis très curieux de la suite qui sera donnée à l'initiative présentée mercredi par la Commission européenne, parce qu'il y aura un débat dans le Conseil, il y aura bien sûr, je l'espère bien, un débat au Parlement européen sur les différents aspects des propositions faites par la Commission, mais c'est justement l'opportunité pour faire, pour consolider l'Europe, s'intéresser à tout cela, non pas au voisinage immédiat, mais à tous les voisinages, parce que l'Est et le Sud sont tout aussi importants pour nous, Européens, au-delà de nos appartenances nationales. Donc, voilà en bref quelques pensées là-dessus. Et puis, il y a aussi, je crois, la nécessité de distinguer bien les dossiers, parce qu'il y en a plusieurs, si vous me permettez. Il y a la question des décès en mer et du sauvetage. Ça, c'est un dossier. Il y a ensuite la question qui était déjà mentionnée de la répartition des réfugiés et éventuellement du resettlement en Europe, dans des quotas. On parle de 16 000, UN, si je ne me trompe pas, avait espéré 20 000, etc. Il y a ensuite une question qui est, elle aussi, discutée, le problème du retour à la maison. Un éventuel retour à la maison. Et ici, il y a tout un débat, et vous avez différentes positions, de gauche, de droite, extrême gauche. Et il y a ensuite, ce que nous avons déjà parlé, la lutte contre les trafiquants. C'est 4 dossiers, bien sûr qu'il y a des liens, mais je trouve qu'il faut avoir une perception claire de la substance de chacun de ces problèmes, parce que c'est maintenant qu'ils sont liés. Mais ces dossiers réclament aussi des solutions particulière. On ne peut pas croire que donner une solution à l'un de ces dossiers résout nécessairement l'autre. C'est ça. C'est pas suffisant de... Parce qu'il y a certains, je dis ça parce qu'il y a certains qui croient que capturer les vaisseaux, mettre la main sur les trafiquants, ça va, comment dirais-je, clore le dossier. C'est ce qu'on entend un petit peu les jours derniers. Ouais. C'est ça, voilà. Alors justement, on entend bien la question des perceptions diverses. Je vais vous laisser la parole, bien sûr, M. Etienne. La question des perceptions directes diverses en fonction des États de l'Union européenne et puis la diversité des dossiers. Alors, une petite question avant de vous laisser continuer pour que nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec la question puissent comprendre. Sur toutes ces questions-là, qui des États ou de l'Union européenne a un petit peu la main ? C'est un ensemble, c'est un ensemble des différentes instances de l'Union européenne, et donc c'est là que se trouve la complexité de ce genre de dossier. Donc bien sûr que la Commission européenne fait des propositions, bien sûr que chacun des États membres évalue ses propositions, et sur une matière telle que la migration, on se retrouve souvent sur des débats qui sont entre autres des débats nationaux, et on y reviendra si vous le voulez, entre autres sur le sentiment migrant, anti-migrant et autres. On est quand même dans des situations économiques qui ne sont pas des plus favorables. Donc traditionnellement, quand on est dans ce genre de situation-là, on a une tendance assez naturelle à refermer plutôt qu'à ouvrir, malgré ce qui vient d'être dit. C'est que, entre autres, les échanges économiques sont nécessaires et profitables. On se retrouve aussi avec le Conseil, avec le Parlement, qui doit aussi jouer son rôle. Donc ça veut dire qu'avant qu'une décision soit prise sur des dossiers, et ils ont été mentionnés par monsieur, on a au moins, on a même plus que quatre types de dossiers. Donc on peut remonter de dossiers de coopération au développement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est les causes premières de la migration sont entre autres les cadres socio-économiques de vie des personnes qui quittent. Jusqu'au contrôle des frontières, via le développement des capacités des autorités dans les pays tiers, donc le fait de pouvoir donner, entre autres,
des armes aux autorités des pays tiers, des armes législatives, j'entends bien, pour qu'ils puissent, eux, contribuer, entre autres, à ce contrôle des frontières. On a, d'un autre côté, la question des sauvetages en mer, qui est bien sûr selon nous, c'est la question la plus pressante, évidemment. Ouais. Donc c'est à très court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver des vies en mer. Ça nous semble une évidence. Mais ça ne réglera absolument pas le problème si on en reste là. Mais donc ça veut dire que sur tous ces dossiers, avant qu'on prenne des décisions, et entre autres avec des voisins dont certains, comme la Libye, se retrouvent quelque part avec une absence d'autorité responsable, ou en tout cas au niveau de la diplomatie, avec une absence d'interlocuteur valable pour l'Europe. Donc le fait que l'Europe fasse une demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir éventuellement entamer des actions en Libye, c'est quelque part déjà le fait de se dire que quelle que soit l'action qu'on va prendre, elle sera soit limitée dans le temps, soit limitée dans son action elle-même, puisqu'il faudra de toute façon à un moment avoir à nouveau des interlocuteurs privilégiés au niveau des pays tiers. Et si on ne les a pas, l'action, elle sera tout à fait ad hoc, effectivement, et on revient peut-être à la question des bateaux qu'on voudrait couler ou faire disparaître. Nous, on a un point d'interrogation sur cette approche-là. Entre autres, se dire on va démolir des bateaux, mais bon, on va reprendre d'autres bateaux ou d'autres embarcations. C'est pas ça qui va arrêter tout le système. Et puis on va démolir des bateaux, éventuellement des bateaux de pêcheurs, qui au moment où la crise serait terminée, on aurait besoin au demeurant pour recommencer une activité tout à fait honorable. Donc la réponse, elle n'est pas simple. Elle est clairement complexe et elle demande clairement aux différents départements, aux différentes instances et aux différents États de pouvoir de trouver des synergies entre les différentes causes de ces drames actuels. Alors justement, on a vu votre scepticisme à vous deux sur l'initiative émise il y a quelques jours là, par Federica Mogherini sur la destruction des bateaux. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui ont été prises par la Commission ou d'autres institutions qui trouvent plus grâce à vos yeux, Monsieur Preda? Voilà, il y a toute une série de propositions qui viennent d'être présentées mercredi au niveau de la Commission, qui vient de sortir dans le moment où nous discutons. Et comme je le disais, maintenant, c'est aux États membres de se prononcer. Je crois savoir qu'il y a un calendrier qui fait que fin juin, vers le 25 juin, il y aura une décision dans le Conseil européen. Parce qu'il faut voir quel est le positionnement des chefs d'État et de gouvernement sur ces questions. Notamment, il y a la question d'une possible clé de répartition pour les migrants, une fois qu'ils mettent le pied en Europe, une clé de répartition qui concernerait qui prendrait en compte plusieurs critères, notamment le produit intérieur brut, la population et aussi le taux d'acceptation des réfugiés tel qu'il est à l'heure actuelle, parce qu'il y a des statistiques qui nous montrent que, par exemple, aujourd'hui, c'est l'Allemagne et la Suède qui ont reçu le plus des réfugiés venant de ces pays, notamment de la Syrie. Et que, par exemple, dans mon pays, en Roumanie, il y a un taux très faible parce que, justement, les gens ne veulent pas aller en Roumanie. De l'autre côté, il y a aussi une législation qui n'est pas très riche, mais qui comprend quand même quelques éléments fondamentaux, une législation européenne en matière d'asile, et qui dit que vous pouvez demander l'asile là où vous mettez le pied. C'est-à-dire, si vous descendez en Espagne, c'est là que vous pouvez demander l'asile. Vous ne pouvez pas demander l'asile une fois descendu en Espagne, en Lituanie. Et donc, les États membres sont en train maintenant de discuter là-dessus. Est-ce qu'il est bien de changer cette législation? Il y a des gens qui veulent la changer, par exemple les Italiens, sont très clairs, ou les Maltais. Parce que pour les Maltais comme pour les Italiens, la pression est extrêmement forte, vu la distance petite entre les côtes nord-africaines et ces deux pays. Il y a d'autres, notamment des pays plus éloignés de ces côtes de la Méditerranée, qui ne sont pas vraiment trop intéressés à changer ça.
Notamment parce que, comme ça a été dit, il y a des pays où le discours anti-immigration, même là où l'immigration est très réduite, est très fort et joue politiquement. On a eu récemment des élections en Finlande, pour ne citer que cet exemple, mais il y en a malheureusement beaucoup dans d'autres pays d'Europe, où le parti dit des vrais Finlandais, qui est devenu le parti des Finlandais, a joué justement sur cette question-là, quand il s'est inventé comme parti. Qui tient des propos très racistes, qui tient des propos anti-immigration, même si là, le taux d'immigrants est très faible. Hein, c'est pas comme la Suède, hein, par exemple, ou le Danemark. Mais je veux dire, il y a des évolutions politiques aussi dans nos États membres qui font que ce débat n'est pas facile. Il n'y a pas un seul qui décide. Il faut que les 28 États se mettent d'accord pour appuyer la proposition de la Commission. Maintenant, bon, je trouve que c'est une estimation grossière comme ça. Moi, je trouve qu'il y aura plus facilement un accord sur l'intervention, par exemple, dans les pays de départ, notamment en utilisant les informations et les services de renseignement aussi. C'est plus facile de faire ça que de faire un algorithme pour distribuer les réfugiés. La logistique nécessaire pour cela, d'ailleurs, elle est terrible. En plus, et je vais aller peut-être trop loin dans mes considérations politiques, mais je suis politique, il y a des pays avec lesquels il est très difficile de travailler maintenant. Et l'un de ces pays, c'est la Grèce. Et la Grèce, c'est quand même, c'est pas sous la pression de l'Italie, mais la Grèce, elle est partie prenante à cet immense dispositif qui fait qu'on achète des bateaux qui ne sont pas en utilisation. Au lieu de les envoyer au Bangladesh, qui est l'un des pays où on détruit les bateaux européens, je crois que 80% des bateaux européens sont détruits au Bangladesh. Au lieu de faire cela, on les met dans un trafic pour les faire... les mettre en circulation avec ce trafic, parce que c'est pas seulement des bateaux de pêcheurs libyens ou autres qui sont utilisés comme ça. Il y a d'autres aussi. Et bon, vous avez maintenant un gros problème avec la Grèce, non pas à cause des migrants, mais à cause de la dette et des réformes que les Grecs ne veulent pas du tout faire. Donc, vous voyez, trouver une solution, c'est pas facile, mais pour des raisons qui sont très différentes. Hein. Tsipras et les autres, ils sont préoccupés par le dossier de la dette, des réformes, etc. Ils n'ont pas en tête, comme première question, recevoir des réfugiés. Je ne sais pas comment est-ce que les Grecs peuvent réagir sincèrement si demain Tsipras dit oui, on va recevoir, je ne sais pas, 5000 réfugiés. Enfin, la question n'a pas été posée au peuple. Et comme la question n'a pas été posée ailleurs, comme je le disais tout au début, là, on n'a pas lancé un débat. Par exemple, dans mon pays, hein, ni le Premier ministre, ni le Président n'ont dit écoutez, chers Roumains, est-ce que vous voulez qu'à partir de demain, à partir d'après-demain, on reçoit chez nous, je ne sais pas, 30 000 Syriens. La question n'a pas été posée parce que le nombre de réfugiés qui sont venus chez nous, c'est très discret. Ils viennent par la mer Noire, entre autres. Et c'est tellement petit que ça n'a pas fait débat. Ça va faire débat et je ne peux pas anticiper la réponse. Moi, je vous dis tout simplement que moi, en tant que politique, moi, je suis favorable à recevoir des réfugiés et à aider les pays du Sud. Mais ça pourrait être une réponse marginale par rapport à ce que le gouvernement, qui n'est pas de ma sensibilité politique, pourra dire. Vous voyez, je vous donne ces exemples pour comprendre un paysage qui est enfin plus compliqué que ce qu'on voit. C'est pas une simple opération de sauvetage. Ça, c'est très important, c'est extrêmement utile de le faire. Et à propos, vous savez, on a moins de navires maintenant avec l'opération Triton qu'avec l'opération Mare Nostrum. Et il y a moins d'argent payé par les Européens que l'argent que payaient les Italiens il y a une année pour ça. Donc ça aussi, c'est bizarre, parce qu'on dit on veut faire quelque chose pour résoudre le problème, mais on dépense pour l'instant moins d'argent que seuls les Italiens payaient.
Et l'initiative de la Commission dit, entre autres, qu'il faut mettre plus d'argent. Je m'arrête ici. Il y a eu un désengagement, M. Reitjens, vous partagez aussi cette analyse Oui, il y a eu un désengagement à la fin de l'opération Mare Nostrum, c'est très clair. Il y a eu clairement une demande de la part du gouvernement italien auprès des instances européennes et des autres États membres qui à l'époque avaient été refusés. Ceci dit, une des premières décisions qui date du mois d'avril, c'était quelque part d'allouer à nouveau des financements à l'opération Triton et donc de multiplier par 3 ce financement pour revenir au niveau de Mare Nostrum. Ce que nous recevrons de manière très positive, évidemment, puisque ça va permettre, les contrôles en mer vont permettre les sauvetages en mer en lien avec les droits internationaux maritimes. Mais sur les réponses que l'Europe apporte pour l'instant ou propose d'apporter, je pense qu'il y en a une aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est le soutien aux migrants tout au long du parcours migratoire. Je l'ai dit en début de mon intervention, hein, donc la route migratoire, et je prends à dessein comme exemple pour l'instant la route migratoire subsaharienne vers l'Afrique du Nord. Il y en a d'autres au demeurant avec la Corne de l'Afrique, et puis encore une autre avec le passage entre le Moyen-Orient et puis l'arrivée vers la Libye. Mais si je prends cette route-là, bien, elle est historique. Il y a des hubs, donc des points très particuliers où se retrouvent les migrants. Si on prend Agadez au Niger, par mois, il y a entre 2 à 7 000 migrants qui transitent par Agadez. Donc ça veut dire qu'ils sont encore bien loin des côtes méditerranéennes. Ça veut dire que pas mal d'entre eux sont encore en position de recevoir des informations claires sur ce qui risque de leur arriver. Ça veut aussi dire que ces gens sont à même de recevoir des informations complémentaires sur les autres possibilités qui pourraient s'offrir à eux. Donc il faut savoir que dans un pays comme le Niger, entre autres, il y a d'autres diasporas africaines qui résident déjà, qui sont une force économique et qui sont éventuellement prêtes à accueillir, et ce sera à discuter avec les autorités nigériennes, mais également le parcours, c'est le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Soudan, donc avec des pays avec lesquels c'est plus simple et d'autres avec lesquels c'est moins évident. Mais la création de centres de ressources et d'informations pour les migrants est nécessaire. Ça permettra aussi d'identifier les migrants qui sont en besoin direct d'assistance, donc les groupes vulnérables, les personnes en besoin de soins médicaux. Ça permettra également, mais là c'est encore un débat qui est entamé pour l'instant, et je laisserai éventuellement mes collègues du Haut Commissariat pour les réfugiés aller plus loin sur ce débat-là. Ça permet également aussi, en amont, de pouvoir identifier quels sont les besoins des personnes en besoin de protection internationale, et éventuellement de mettre en place des mécanismes de référence. Je ne dis pas que ça va se mettre en place. Ce que je dis, c'est qu'il est nécessaire de prendre action avant que les gens se retrouvent sur les côtes méditerranéennes, et je dis que c'est possible. Et le dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est éventuellement le fait de développer plus avant un cadre légal qui permette une migration régulière vers l'Europe. Ça ne combattra pas complètement la migration irrégulière, mais en tout cas, ça offrira d'un côté un message positif sur un cadre légal qui permet cette migration. Bon, pour l'instant, un des cadres principaux, c'est la demande d'asile. Donc on parle beaucoup de demandeurs d'asile ou de réfugiés, alors que, et je le répète, on est clairement en phase de flux mixte. Donc il y a quand même toute une partie des migrants dont on parle qui sont des migrants économiques. Alors effectivement, une réponse qu'on peut apporter à ces migrants économiques à partir du moment où ils font une demande d'asile qui n'est pas fondée en fonction de la Convention de Genève, c'est de dire nous ne vous accordons pas la protection, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner chez vous. Et donc là c'est la question du retour forcé, du retour volontaire avec réintégration. Par contre, si on va plus avance sur un cadre légal qui permet une migration régulière liée au travail, liée au travail saisonnier, liée à des migrations circulaires également, et bien là, on met en place une alternative, en fait, une alternative qui devrait bénéficier à tous, et également aux gens qui sont en besoin de protection, pour éviter l'amalgame entre un réfugié et un migrant économique. Je pense que c'est important aussi au niveau de l'opinion publique, d'arrêter de faire un amalgame entre les uns et les autres. Et tout le monde a des bonnes raisons de toute façon. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Quand on migre, on a toujours une bonne raison de migrer. Enfin, voilà, ça nous semble une évidence. Et la migration légale et économique, pour l'instant, vous la considérez comme à peu près fermée?
Elle est très anecdotique au niveau de l'Europe et au niveau des différents États membres. Il y a certaines initiatives qui sont prises ou qui ont été prises, entre autres la carte bleue, mais ça reste très anecdotique et je pense qu'il faut pouvoir aller plus loin sur la mise en place de ceci. Il faut pouvoir tenir en compte aussi, et on en parle très peu parce que c'est pas à l'agenda pour l'instant, mais la démographie négative dans laquelle nous vivons en Europe fait que de toute façon, que ce soit pour des raisons de système de sécurité sociale d'un côté ou des raisons de force de travail de l'autre côté, fait que de toute façon, on aura besoin à un moment donné d'un apport extérieur. On le sait déjà aujourd'hui, alors on peut le préparer. Il nous semble évident qu'on puisse commencer à le préparer maintenant. Et pourquoi toutes ces réticences? Parce que ces questionnements que vous venez de faire état, et ils existent depuis longtemps, on connaît un petit peu la problématique. Pourquoi ces réticences? Les politiques ont peur de leur opinion publique, peut-être? Ça dépend de nouveau du contexte culturel, mais avant de répondre à cela, je voudrais tout simplement ajouter, à propos du Niger, que l'une des propositions faites par la Commission, c'est justement d'ouvrir un tel centre dans ce pays pour orienter, pour donner des informations, pour gérer avec une perspective multiple la question de ces grandes foules. Parce que si vous avez chaque mois, vous avez dit des milliers de gens qui se retrouvent là-bas, c'est des foules, c'est pas un accident, c'est pas un groupe similaire au groupe de touristes, disons, qui visitent tel ou tel pays. Ensuite, je voudrais ajouter aussi que à l'état actuel, quand on parle, il y a tout d'abord cette proposition faite par la Commission. Il y aura la consultation des autres institutions européennes et la décision, Conseil, Parlement. Mais il y a aussi un processus en cours aux Nations Unies. Et les Nations Unies attendent une proposition faite d'une manière très claire par les Européens. Elle est esquissée. Il y a une négociation avec les Russes, parce que, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure, les Russes sont eux aussi contre l'idée de détruire les bateaux. Ils veulent que les trafics soient stoppés, mais ils disent ça ne vaut pas la peine de casser les bateaux. Ensuite, on a découvert au début, au moment de ces négociations, une certaine opposition de la part des Américains. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, d'une manière qui tient à la philosophie politique des Américains, la question des migrations, c'est une question de politique nationale, de politique domestic politics. Quand vous mettez à l'ONU la migration comme un sujet de politique internationale et si vous voulez avoir des résolutions là-dessus, les Américains se disent mais c'est quoi ça? Parce que c'est pas dans leur culture politique. En plus, ils disent il faut pas mettre en péril la vie d'un migrant, parce que pour eux, sauver la vie, respecter la vie, c'est absolument indispensable. Tandis que chez nous, bien sûr qu'on a exprimé cette compassion à l'égard des morts, mais je veux dire, l'idée d'intervenir brutalement avec la police, avec des armes réelles, ça s'est passé comme ça dans les débats, sans grande résistance. Et parce que justement ce débat que vous venez de mentionner, il est très différent dans les pays où la question de l'immigration est sur l'agenda politique, sur l'agenda du débat, des confrontations, et respectivement là où l'immigration n'est pas sur l'agenda, n'existe pas comme sujet. Et il y a des pays, la Pologne, ils ont eu des élections présidentielles. Si vous regardez le débat en Pologne, c'est sur l'Ukraine, c'est sur la santé économique du pays, mais bon, ils ne parlent pas des réseaux libyens ou des bateaux. Etc. En Grande-Bretagne, il y a eu un débat parce que les Britanniques sont intervenus sur la question des sauvetages à mer, parce qu'ils ont dit il ne faut pas laisser comprendre à tous les gens qui ont en tête peut-être l'idée de faire le départ vers l'Europe, qu'on le sauve tous, parce qu'ils vont venir plus massivement que maintenant. Et ça a été dans le débat. Donc,
la Pologne et la Grande-Bretagne ont voté à quelques jours de différence, c'est presque au même moment, on peut dire, n'est-ce pas? Mais dans un pays, vous avez sur l'agenda, dans l'autre, vous n'avez rien. Vous voyez? Et donc, ça montre de nouveau on a besoin d'un certain type d'instruments qui nous rapprochent, qui nous font vivre cette responsabilité politique en vrai Européen, et non pas en tant que Polonais, Britanniques, Roumains. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr, parce que nous sommes habitués à faire des débats politiques à l'échelle nationale. Hein. C'est pour cela d'ailleurs que quand on fait les élections européennes, on dit on a 28 élections qui se tiennent simultanément. On n'a pas une élection européenne. Hein. Et donc, on revient, si vous voulez, au besoin de plus d'Europe et à plus de synergie, de synchronisation. C'est un peu ça. C'est pour cela que, malheureusement, on ne peut pas donner une seule réponse. Hein. Quand vous dites, est-ce que c'est facile ou pas de répondre vite et avec efficacité à toute cette problématique. Alors, je voudrais juste avoir votre vision sur une des questions qui intéresse le débat. Une dernière question. Vous dites que comment l'Europe est très, très diverse sur le sujet. Par contre, qu'il y a un manque d'opinion publique européenne. Par contre, il y a quelque chose qu'on a vu partout dans l'Europe. C'est finalement une faible mobilisation des opinions publiques sur la question. On voit au niveau médiatique, il y a eu des articles, etc. On en a parlé, mais de la mobilisation de l'opinion publique dans toute l'Europe, elle a été assez nette. Et est-ce que vous avez un petit mot là-dessus pour conclure ? Oui, enfin bon, ça va être assez cynique ce que je vais dire, mais je pense que le fait que les médias aient repris ces drames en Méditerranée a permis de mettre en tout cas tout en haut de l'agenda européen la question migratoire. Donc ça, c'est plutôt le côté malheureusement positif de ces drames, si ça a pu pousser l'agenda. Je rappelle que moi, en octobre 2013, et pour rappel, c'était les premiers drames à Lampedusa, je me suis aussi retrouvé pendant 2 semaines auprès de tous les médias, et puis, entre guillemets, le soufflet est retombé lors des décisions de décembre 2013 au niveau européen, où finalement, ça avait déjà perdu de sa saveur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que l'opinion publique, malgré tout, suit le débat sur la migration de manière beaucoup plus proche que par le passé. Je crois aussi que les drames actuels ont permis de se rendre compte finalement qu'on parle d'êtres humains. Enfin, j'ai les chiffres, on parle de 65 000 arrivées, 1829 morts, si on prend juste des chiffres bruts. Voilà, ça reste des chiffres, un peu comme quand il y a un drame qui se passe très loin de chez nous. Ici, ce sont des drames qui sont quand même aux portes de l'Europe. Hein, donc, monsieur le disait, il faut que l'Europe prenne ses responsabilités, d'autant plus que ça se passe aux portes de l'Europe. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que la migration, c'est un phénomène tout à fait global. Donc on va pas pouvoir faire l'économie d'aller et de fonctionner avec ses voisins proches et ses voisins lointains. Je crois que c'est important aussi. Hein, donc, dans les groupes de migrants dont on parle, on a bien sûr les subsahariens, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et autres, mais on a également des groupes qui viennent de plus loin, donc d'Afghanistan, du Pakistan. On a toute une route migratoire qui part de là également. Donc ça veut dire quoi? Si on parle des drames en mer, on vient de voir il y a 2 jours aussi en Indonésie les mêmes drames qui se posent avec des bateaux différents, avec une destination qui est éventuellement différente, mais le mécanisme est le même. Donc on ne va pas pouvoir faire l'économie de rapprocher les politiques européennes avec les politiques internationales en la matière et le fait d'engager les voisins aussi, les grands voisins dont on a parlé là tout de suite. Hein, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Fédération de Russie. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, mais en tout cas qu'elles doivent se prendre ensemble. Un petit mot, Monsieur Preda, sur ce silence qui peut paraître un petit peu parfois assourdissant. Bon, il n'y a pas silence. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, c'est vrai que la solidarité en Europe, elle est définie par la négative, c'est-à-dire on est solidaire devant les catastrophes. Et là, maintenant, on voit toutes les catastrophes parce que la télé est là. Donc, la prise de conscience est là. L'action de l'Europe, elle était quand même
assez rapide. Hein. Je veux dire, il y a tout un dispositif qui a été inventé. On n'a pas encore une décision finale, mais si tout se passe bien, peut-être à la fin du mois de juin, on aura, je l'espère bien, un accord des États membres. Et ça serait quand même formidable d'avoir une politique qui soit conçue, une réponse, parce que c'est pas une politique, c'est des compléments apportés à différents aspects de la politique européenne. Et je trouve que vraiment dans ce scénario positif, on aura, avec la coopération de l'Organisation internationale pour la migration, avec les Nations Unies, avec les différentes branches des Nations Unies, je trouve qu'on pourra dire qu'on a pris nos responsabilités. Moi, je dirais pas qu'il y a silence, parce que bon, en même temps, comme c'est tellement tragique, vous pouvez pas avoir beaucoup de bruit. Hein. C'est en quelque sorte dans le silence du public, on fait notre deuil pour toutes ces tragédies. C'est aussi ça, on ne peut pas sortir dans la rue et manifester quand vous avez ces tragédies. Donc, moi, je suis content qu'on a quand même une initiative européenne et qu'on va vers une réponse consistante, cohérente à un problème terriblement compliqué. Très bien, c'est bon. Sur ceci que nous conclurons. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Je vous remercie donc très chaleureusement à la fois Monsieur Preda, eurodéputé, et Monsieur Reitiens de l'Office international d'immigration d'y avoir participé et d'avoir éclairé nos auditeurs sur ce drame et les réactions européennes à celui-ci. Je renvoie les auditeurs au site de radio où nous mettrons les références de documents liés à cette thématique. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.